Bonjour à tous. Bonjour. Donc je vais me présenter, je m'appelle Estelle, je suis Brand Partnership Manager chez TikTok en charge de la verticale Luxury et Fashion et je suis accompagnée de Robin aujourd'hui, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Robin Caillot, je suis directeur marketing chez The Frankie Shop depuis un peu plus d'1 an. Donc aujourd'hui on va avoir le plaisir déjà de vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas très bien, vous présenter très rapidement TikTok et puis ensuite aussi d'échanger avec Robin sur tout ce qu'on a pu mettre en place ensemble sur The Frankie Shop et comment on a réussi à répondre à cette question d'aller conquérir une nouvelle communauté et une nouvelle audience grâce à TikTok. Très rapidement, puisque tout à l'heure j'ai vu dans la slide qu'on disait que TikTok était une plateforme, un réseau social. Alors oui, en effet, nous sommes un réseau social, mais avant tout, on est une plateforme de contenu et on est une plateforme de découverte où c'est vraiment une notion d'entertainment. Alors volontairement, je ne le traduis pas puisque je trouve que entertainment en français, ça fait divertissement et finalement, c'est assez péjoratif. On va penser qu'il y a des choses très très fun. Finalement, quand on parle d'entertainment sur TikTok, c'est d'aller découvrir des choses, de passer un bon moment et de découvrir des informations qui me correspondent. Pourquoi ça me correspond? Bien, tout simplement par rapport à la définition même de notre algorithme sur laquelle on va revenir. Et finalement, ça me correspond à moi, mais ça correspond aussi à de plus en plus d'utilisateurs dans le monde. Aujourd'hui, on estime que nous avons plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde sur TikTok. Ici, vous avez les grandes tranches d'âge. Je vais juste m'attarder sur une tranche d'âge qui est celle des 25-44 ans, puisque très souvent, on pense que TikTok est une plateforme très très jeune. Alors oui, bien évidemment, nous avons une audience assez jeune, mais on va retrouver aussi ces 25-44 ans, et c'est cette audience qui progresse le plus vite sur la plateforme. Aujourd'hui, on estime que les plus de 25 ans, c'est 60% de l'audience. Donc, pas que les plus jeunes se désintéressent de la plateforme, mais tout simplement qu'on avait déjà un très bon taux de pénétration sur ces audiences. Donc aujourd'hui, notre enjeu pour nous, eh bien, c'est d'aller vieillir notre audience, entre guillemets. Je sais que pour vous, annonceurs, c'est plutôt d'aller rajeunir l'audience. Nous, c'est de la vieillir. Pourquoi on parle surtout d'entertainment et pourquoi on ne se compare pas à une plateforme sociale? Eh bien parce qu'on est basé avant tout sur le contenu. Et c'est le contenu qui va alimenter votre flux, le fameux flux For You. On ne se base pas sur les relations que vous avez, donc sur cette notion de follower. Ça, c'est un social graph et d'autres plateformes le font très bien. Nous, on est vraiment sur le contenu. Donc plus je vais passer du temps sur la plateforme, plus je vais découvrir des nouveaux contenus et plus l'algorithme va me connaître et me servir des contenus qui me plaisent toujours plus. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert TikTok, eh bien finalement, on est une plateforme full screen. Donc il y a ce côté in your face du contenu. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant dans l'univers de la mode, puisque ça va nous permettre d'avoir une vision très proche du produit. On va pouvoir faire des focus de très très près. On va pouvoir aussi découvrir ses utilisations, comment le porter, comment l'entretenir, comment le détourner, le recycler, etc. Donc ce côté in your face de la visualité, cette notion de premier écran est très importante sur la plateforme. Deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une plateforme sound-on. Donc le son a toute sa place dans les contenus. On le verra notamment avec des exemples de The Frankie Shop. Mais quand on parle de son, on ne parle pas que de musique. On parle de toutes les sonorités que l'on peut mettre en place sur la plateforme, comme de l'ASMR, de la musique, du voice-over, etc. Et enfin, le troisième point, eh bien, ce côté de surprise, puisqu'on pense se connaître, mais l'algorithme nous connaît encore mieux, et donc va nous proposer des nouveaux contenus. Parfois, ça va nous plaire, parfois, ça nous plaira moins, mais ce n'est pas grave. L'algorithme apprend, et c'est comme ça qu'on va découvrir de nouvelles choses. C'est une plateforme, comme je disais, qui est drivée par la communauté. Donc, en gros, s'il n'y a pas de communauté, s'il n'y a pas d'utilisateurs, s'il n'y a pas de marque comme vous, il n'y a pas de contenu. Et s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de TikTok. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la communauté qui a la main sur la plateforme. Et finalement, des types de contenus, il y a autant de typologies de contenu qu'il y a d'utilisateurs. Et tous autour de cet écran et dans cette salle, on va avoir des flux For You complètement différents. On va avoir des thématiques très diverses et variées. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire les 6 types de contenus et que là, vous allez avoir la recette magique pour avoir un TikTok de bonne qualité. Mais finalement, oui, on peut retrouver des choses très, très fun. Et là, c'est le premier exemple avec voilà, le côté Balenciaga, comment créer un look Balenciaga avec ses poubelles. Donc oui, là, on est sur du fun. Mais c'est pas que ça, TikTok. C'est pas que du contenu drôle. Et c'est pour ça que entertainment, volontairement, je ne le traduis pas. Sur TikTok, on va pouvoir aussi découvrir
du lifestyle, comment se passe ma journée quand je vais skier à Megève, ou comment je me prépare pour aller à un défilé, comment je vais faire mes looks pour toute la semaine. Il y a cette notion d'éducation aussi qui est très très forte. Nos utilisateurs viennent, et je le répète très souvent, mais viennent pour découvrir des choses. Donc je viens aussi pour découvrir comment est fabriquée une paire de skis, comment sont réalisés vos vêtements, comment sont sourcées les matières. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre un hashtag qui est TikTok Academy. C'est le fait de partager des choses à apprendre. Alors ça peut être des problèmes de maths comme comment faire un ourlet de pantalon. Donc c'est vraiment très très large. Bien évidemment, la partie esthétique, l'expertise et enfin les engagements RSE qu'on a juste derrière moi. Idem, TikTok peut être un super vecteur pour pouvoir parler de vos engagements sur la seconde main, le recyclage, comment sont produits vos vêtements, etc. Ou encore l'expertise pour mettre en avant le savoir-faire d'une maison, par exemple. Cette notion de découverte, je l'ai dit, elle est vraiment prédominante sur la plateforme et c'est ça que recherchent aujourd'hui nos utilisateurs. Et donc pour vous, Marc, c'est un vrai boulevard puisque vous allez pouvoir aller toucher une audience qui ne vous connaît pas encore. Et c'est ça en fait ce qu'attendent nos utilisateurs. 75% aujourd'hui de l'audience dit venir sur TikTok pour découvrir quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être une marque, une mode, une tendance, une façon de faire, une recette, un lieu, bref, énormément de choses. Cette notion de découverte, on la retrouve en effet avec le flux qui est constamment alimenté, mais on le retrouve aussi avec cette notion de search où on va pouvoir aller faire des recherches sur la plateforme. Aujourd'hui, on estime également que une personne considérée comme Gen Z aux US sur 2 passe d'abord sur TikTok pour aller faire des recherches versus Google. Donc de plus en plus, on est devenu un moteur de recherche pour les générations les plus jeunes. Ça, je vais le passer parce qu'on le revoit ici. Et finalement, à quoi ça sert pour vous, hormis de vous distraire et de passer du temps sur la plateforme? Eh bien, finalement, cette notion de découverte et d'entertainment est une vraie porte ouverte pour aller de la découverte, de la considération, de l'awareness jusqu'au passage à l'action, puisque, in fine, on est très content de se créer une communauté, d'avoir du brand love autour de sa marque. Mais ce qui est important aussi derrière, c'est potentiellement générer des ventes. On est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a ce vrai passage de la considération à l'action et comment, justement, sur TikTok, on peut aller adresser ce fameux tunnel de conversion. Et on va revenir sur la partie très performance avec Robin juste après. Je vous ai mis quelques chiffres également, puisque on n'a pas forcément en tête le volume que ça représente, mais si on cumule deux hashtags qui sont TikTok Fashion et Fashion TikTok, donc en inversé, on est à plus de 158 milliards de vues sur ces deux hashtags. Donc il y a une vraie appétence autour de ces contenus mode. La mode, c'est la troisième verticale la plus consultée sur TikTok, devant la beauté. Et très souvent, on a l'impression que la beauté est en première position. Eh bien non, c'est d'abord, enfin en tout cas en troisième position, la mode, puis en cinquième position. On va retrouver la beauté. J'ai beaucoup parlé, donc maintenant on va aller plus dans le concret avec Robin. Je te laisse peut-être présenter The Frankie Shop. Oui, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà la marque, j'espère que oui, ça veut dire qu'on ne fait pas trop mal notre boulot. La marque existe depuis une dizaine d'années. À la base, c'est une marque new-yorkaise qui est aussi venue s'installer en France, donc on a la double identité aujourd'hui. On a démarré, tout à l'heure dans la présentation précédente, ils expliquaient que souvent ça démarrait avec un site web et des boutiques. Chez The Frankie Shop, c'est l'inverse. En fait, on a ouvert une boutique dans un premier temps. Et ensuite, il y a un site internet qui a été ouvert. Et depuis, nous avons la chance d'avoir 4 boutiques physiques, 2 à Paris, 2 à New York, une vingtaine de revendeurs online ou offline, et aussi un site internet qui représente aujourd'hui une très large majorité de nos ventes. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a cette chance d'être Figital d'ores et déjà. Aujourd'hui, le marché français, nous, c'est pas le marché principal, c'est moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc clairement, on est déjà ouvert sur le monde. Ensuite, nous, à la base, et ça va être intéressant d'évoquer ce sujet-là après, comment on allait chercher de l'incrément au niveau de la visibilité et aussi du business. À la base, nous, on s'est créé principalement autour d'Instagram, comme beaucoup de marques de mode, j'imagine. Et aujourd'hui, on a une communauté d'1,3 million de personnes sur Instagram. Mais en fait, on avait vraiment le souhait d'aller se diversifier, d'aller chercher des relais de croissance et de faire connaître la marque sur d'autres plateformes.
parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont saturés, et TikTok nous a fourni une belle opportunité à ce niveau-là. Même si en arrivant, on est vraiment arrivé sur TikTok un tout petit peu avant que moi j'arrive physiquement dans l'entreprise, donc c'était en avril de l'année dernière. Évidemment, il y avait des marques qui étaient déjà à bord depuis un certain temps, mais on voit en tout cas que c'est un réseau sur lequel il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, nous, on n'est pas une marque représentée par une égérie, enfin homme ou femme. Aujourd'hui, c'est principalement nos clients nous, qui incarnent la marque. On a la chance d'avoir énormément de contenu créé par des utilisateurs et des influenceurs chaque jour. On est à peu près tagué une centaine de fois sur Instagram avec des images quali chaque jour, donc on est assez chanceux. Mais du coup, c'est vrai qu'on a créé tout un contenu et un univers autour des habits directement portés par nos clients. Et on arrive à faire rejaillir ça et sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Et après, la chance qu'on a aussi, c'est qu'on développe différentes catégories. Donc on s'est fait connaître principalement avec des produits femmes. Mais aujourd'hui, on a développé d'autres départements à l'intérieur du site, notamment les produits unisex, la catégorie hommes et tout un univers aussi d'accessoires, avec par exemple de la bougie, de la déco, des bouquins, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'était juste pour remettre un peu d'écart sur là où on en était. Normalement, il y a des exemples qui sont censés apparaître. L'idée, c'était de vous présenter un peu la diversité des contenus qu'on avait développés sur TikTok. TikTok, nous, dès le départ, on a eu le parti pris dans l'équipe, déjà, de ne pas avoir les mêmes personnes forcément qui s'occupent et d'Instagram et de TikTok. Donc nous, il y a vraiment une personne dédiée 100% à TikTok qui passe sa journée dessus et qui ne crée du contenu que pour TikTok. Et l'idée, c'était pas de dupliquer, évidemment, comme c'est souvent le cas chez pas mal de marques, malheureusement, c'est souvent faute de ressources humaines. On duplique un peu les contenus d'une plateforme à l'autre, et évidemment, c'est une erreur à ne pas reproduire. Et l'idée, nous, c'est d'avoir un grid complètement différent sur TikTok et Instagram. En plus, la notion de temporalité n'est pas du tout la même sur les plateformes, ce qui nous permet, par exemple, dans certaines journées ou dans des périodes intenses comme la Fashion Week, qui est l'exemple qu'on mentionne là, de publier plein de contenus d'un coup. Et après, effectivement, nous, on a décidé d'avoir 5-6 types de vidéos différentes. Ça peut être des contenus faits de manière artisanale dans nos bureaux directement. Les contenus qui marchent très bien aussi, c'est des contenus à l'intérieur de la boutique ou devant la boutique, où on interroge des clients. Il y a aussi Cézanne qui fait très bien ça. Ils font même des jeux concours où ils font gagner des cadeaux directement dans la boutique. Il y a aussi la possibilité, nous, pendant des temps forts, où on sait qu'il y a des trends autour de la mode qui sont particulièrement élevés, comme c'était le cas en septembre pendant le mois de la fashion, de profiter de tout cet écho qui est offert avec tous les hashtags dispo sur TikTok et toutes les trends pour créer du contenu autour de ça, soit nous en propre, soit des contenus qu'on demande qui ont été commandés auprès d'influenceurs ou de créateurs de contenu, qu'on peut republier sur notre propre compte ou qu'eux republient sur leur compte. Là, c'est évidemment des exemples organiques, mais voilà, c'est juste pour vous montrer la diversité des contenus qu'on propose. Évidemment, il y a aussi des contenus. Au milieu de tout ça, on intercale des contenus autour de nos produits. Mais tout ça pour vous dire qu'on est loin d'avoir des contenus purement commerciaux et auto-centrés sur nos produits. Un autre exemple aussi qu'on a, on fait des photos et des vidéos d'outfits de personnes dans la rue. Donc évidemment, pendant la Fashion Week, il y a plus d'originalité, mais ça peut être des vidéos qu'on crée à d'autres moments de l'année. Donc voilà, parfois on promeut évidemment du coup avec ce système-là plein d'autres marques que la nôtre. Alors justement, une petite... on va jouer au jeu des questions-réponses. Tu le disais, beaucoup de marques et de maisons aujourd'hui de mode se sont d'abord très très bien développées sur Instagram, a d'abord préempté cette plateforme puisqu'il y avait cette notion d'image et d'esthétique, etc. Pourquoi être venu sur TikTok et pourquoi avoir démultiplié finalement les canaux ? Nous, c'est vrai que ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait quand même un peu une saturation sur Instagram. Des audiences et puis il y a énormément aujourd'hui, honnêtement, surtout sur la fashion, il y a peu de marques qui ne sont pas représentées sur Instagram, alors que TikTok, il y avait encore des vraies opportunités comme je le disais avant, et ensuite nous on l'a un peu vu comme un espace de test, un espace géant pour faire des tests. Donc on s'est permis vraiment beaucoup plus de liberté. C'est vrai qu'avec le temps, quand on a une grosse communauté, on se retrouve un peu enfermé avec des codes, un grid. Nous, on passe énormément de temps à bosser sur notre grid, même si Instagram nous dit que c'est de moins en moins intéressant de le faire. Mais c'est vrai que tout ce travail-là nous prenait beaucoup de temps et on oubliait vraiment la partie créativité. Et avec TikTok, on a retrouvé cette partie-là, mêlant esthétique et créativité. Et en même temps, on a réussi, et c'est avec des exemples qu'on pourra aussi développer après, on a réussi à aller chercher
et de l'awareness et de la conversion, ce qu'on ne pensait pas forcément faisable dès le démarrage. Enfin, en tout cas, aussi vite. Je vais me permettre de revenir sur cette notion de grille et aussi de temporalité, parce que tu en parlais et c'est intéressant de le noter. Il n'y a pas de temporalité forcément sur TikTok. Un contenu que vous allez publier aujourd'hui, peut-être que votre communauté va l'avoir demain, peut-être que les utilisateurs vont les voir après-demain, ou alors peut-être dans un an. Finalement, ce n'est pas le dernier contenu qui va être poussé, ça va être le contenu qui correspond aux envies de la personne à un moment T. Donc, si demain, je suis en recherche d'un monospace parce que j'ai besoin d'un nouveau véhicule, je vais peut-être être exposée à des vidéos qui ont été créées il y a un an par une marque de voiture parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont créé des vidéos de monospace. Donc, cette temporalité est complètement différente. Et d'un point de vue aussi organique, ce qui est important, c'est de pouvoir finalement donner une vérité vraie qui va être sur le long terme. Si vous annoncez l'ouverture d'une boutique, rendez-vous dans 3 jours pour l'ouverture de notre boutique à tel endroit. Attention, ne le faites pas en organique puisque cette vidéo, on va peut-être la voir demain, on va peut-être la voir dans 3 semaines et votre vidéo sera déjà, enfin votre boutique sera déjà ouverte. Donc la temporalité est complètement différente et idem si du jour au lendemain vous décidez de ne faire que des vêtements noirs et de bannir complètement la couleur et de ne mettre que des vêtements noirs en disant c'est fini, il n'y aura plus jamais de couleur. Mais que finalement, 3 mois après, vous revenez en arrière, vous dites la couleur, c'était peut-être pas mal quand même. Attention, parce que ces vidéos où vous affirmiez quelque chose vont rester sur votre compte. Donc, ce ne sont plus une vraie vérité, entre guillemets. Et en termes, en effet, aussi de créativité, très souvent, on a l'habitude de dire qu'on est une plateforme qui se veut brute et authentique. Alors attention, brute, ça ne veut pas dire on fait des contenus à l'arrache à l'iPhone. Et puis c'est pas grave, ça fait un peu crado, ça passe. C'est pas du tout ça quand on parle de contenu brut. Et bien au contraire, parce que les contenus The Frankie Shop sont très bien réalisés. Enfin, c'est du contenu brut, puisqu'on sait que ce n'est pas comme un film institutionnel que l'on a tendance à voir plutôt en télévision, mais c'est réalisé de façon propre, entre guillemets, si je puis me permettre l'expression. Donc, il faut rester dans ce côté authentique dans vos messages pour avoir une meilleure proximité avec vos utilisateurs. Et finalement, en fait, ce que tu disais aussi, c'est que vous avez des contenus qui sont complètement différents entre Instagram et TikTok. Donc, finalement, tu t'adresses à tes communautés de façon complètement différente. Oui, c'est complètement ça. On n'a jamais essayé de mettre des contenus d'Instagram dans TikTok parce que c'est des contenus, je pense, un peu trop centrés sur le produit, comme je le disais auparavant. Par contre, on a fait le test inverse de mettre des contenus TikTok dans le feed Insta, et ça marche pas trop mal. Mais on l'a fait, on a dû faire 4-5 tests, donc à creuser, mais c'est une piste potentielle. Après, nous, l'idée, c'était vraiment d'aller au bout des choses et vraiment de créer 2 lignes édito. Une fois de plus, c'est pas de balancer des contenus d'une plateforme à l'autre. Donc, on a vraiment ce côté avec une personne dédiée qui crée du contenu. On valide des scénarios. Si il y a une semaine, on a un peu moins de contenu, on publie moins. Après, évidemment, on sait que même s'il y a cette notion de temporalité qui est différente, il y a quand même la prime à la régularité. Donc, on essaie au moins, nous, de faire 2 contenus par semaine. Mais voilà, il y a des semaines où on est particulièrement inspiré, où on va faire 4 ou 5 contenus. Voilà, ça peut varier. Quelle a été votre stratégie quand vous êtes arrivé sur TikTok? Quel a été le premier objectif et comment? Parce que finalement, donc, tu le disais, le compte a été lancé en avril de l'année dernière. Il y a eu une vraie accélération plutôt à partir du début d'année, on va dire. Quelle a été la stratégie? Est-ce que ça a déjà été travaillé, l'awareness, la visibilité? Nous, il y a eu différentes stratégies. La première stratégie, c'était sur cette milieu d'année dernière. On a eu la chance d'avoir pas mal d'événements qui se sont enchaînés à la Saint-Maritaine, dans nos magasins propres. Donc ça a créé pas mal de contenu assez facilement. Enfin, ça nous a aidé à créer du contenu facilement. Après, sur la fin de l'année, forcément, avec tout le ramp-up jusqu'à Noël, on s'est recentré un peu sur le produit, mais ça nous a permis, en tout cas au niveau organique, de tester tout un tas de contenus sur à peu près 6 mois. Et en fait, là, en début d'année, on a vraiment démarré la stratégie payante depuis, en grosso modo, janvier. Donc, ça fait à peu près 9 mois qu'on fait des tests. Et d'ailleurs, je ne considère plus vraiment qu'on est en test, parce que pour vous donner un chiffre précis, entre le 2e et le 3e trimestre, on a multiplié notre budget d'acquisition sur TikTok par 3,4. Donc, comme on n'est pas une boîte immense, vous vous doutez bien que si je me permets de mettre autant de budget, c'est que les choses se passent bien. Et ce qui est surtout important, c'est que rapidement, on a réussi à démontrer que ça pouvait nourrir l'intégralité des étapes du funnel, ce qui n'est pas toujours le cas des autres réseaux, sans rentrer dans des comparaisons qui ne sont pas toujours pertinentes. Mais nous, vraiment, on a réussi à gagner des followers, même si vous êtes certainement dans la salle avec des communautés plus importantes.
Nous, c'est vrai qu'on a un gros travail de notoriété à faire en France. On est parti de zéro en avril 2022, pardon. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est possible quand même de construire une communauté assez rapidement. Et aussi, nous, en parallèle, évidemment, on ne travaille pas juste les followers pour les followers, parce qu'on sait que l'algorithme ne favorise pas ça. C'est évidemment tout l'engagement qu'il y a autour, les discussions autour de la marque, la viralité, notamment dès que c'est des contenus autour d'événements, de boutiques, de clients, de produits. C'est des choses qui se transmettent facilement et c'est aussi sur ça qu'on a capitalisé. Et après, on a testé pas mal de formats publicitaires et on a aussi fait beaucoup de tests sur des audiences différentes aux US et en Europe. Et donc, on a des résultats hyper intéressants qu'on va peut-être développer un peu. Allons, parlons de la partie perf. Donc oui, en effet, au début, il y avait cette logique de construction de marque. Donc on a adressé le début du tunnel de conversion. On a fait un petit peu derrière de considération. C'est vrai que très vite, on s'est penché sur la performance. Et là encore, c'est intéressant de noter, puisque souvent, on a l'image de TikTok qui est là pour de la découverte, je pense que je l'ai suffisamment dit, et plutôt pour travailler du branding et la brand love, brand désirabilité de chaque marque. Mais finalement, très vite, on peut aussi aller sur de la conversion. J'aurais pas tenu le même discours il y a 2 ans et demi, parce qu'on n'était pas encore au même niveau de performance que l'on est aujourd'hui. Sur la partie perf, justement, est-ce que tu veux donner quelques tips sur ce qu'on a pu mettre en place ensemble ? Ouais, alors sur les audiences, nous, on a, comme je vous l'ai dit, un terrain de jeu important entre l'Europe et les États-Unis. Nous, on a fait pas mal de tests. Je peux vous en partager quelques-uns. Il y a un test sur, évidemment, les intentionnalités d'achat avec des segments plus ou moins intentionnistes. Donc, on a fait des tests sur ces catégories de personnes-là. Il y a aussi des tests que vous pouvez faire sur les audiences en fonction de est-ce qu'ils sont plus ou moins CSP+. Mais après, peut-être le test, donc ça, on va dire que c'est des tests assez classiques. Le test qu'on a fait qui était assez intéressant et que, en tout cas pour côtoyer des marques qui ont à peu près les mêmes budgets que moi, sont souvent pertinents, c'est toujours est-ce qu'on vise une zone dans son intégralité, par exemple les US ou l'intégralité de la France, ou est-ce que c'est plus intéressant de surenchérir sur certaines villes en particulier. Donc nous, on a fait le test sur les US parce qu'évidemment, c'est compliqué de couvrir l'ensemble du territoire américain. Surtout quand on n'a pas forcément les présences physiques dans l'intégralité des territoires. Et donc on a travaillé notamment sur un test pour comparer l'efficacité de nos campagnes si on cible des villes précises, type Miami, Los Angeles, Chicago et compagnie, et l'intégralité des US. Donc, nous, c'est les villes qui ont mieux marché que les pays. Mais voilà, c'est des tests qu'on a pu réaliser cette année. Donc on avait une roadmap ambitieuse au niveau des tests. Et après, on a aussi également testé des formats différents. Nous, le format qu'on a testé et qui est assez naturel pour des structures en développement comme la nôtre, c'est des formats type Spark Ads. Ça vous permet en fait de capitaliser sur des contenus organiques que vous avez et de booster des contenus que vous avez directement dans votre grid. Donc en fait, la démarche assez naturelle, c'est pas de booster l'intégralité des vidéos que vous avez dans votre grid, c'est de choisir celles qui ont le mieux fonctionné. Donc vous pouvez voir organiquement celles qui fonctionnent le mieux et après surenchérir sur ces vidéos-là. Et comme le disait Estelle juste avant, comme il n'y a pas cette histoire de temporalité et de vidéo qui est rapidement obsolète, en fait, on peut les pousser pendant une longue période. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On a en permanence un certain nombre de vidéos dans notre grid, y compris des vidéos bien plus anciennes que les 2 premières lignes, qu'on pousse. Donc ça s'appelle des Spark Ads. Ensuite, on teste un autre format qui est intéressant aussi, qui s'appelle Video Shopping. Donc ça, c'est plus adapté quand vous voulez mettre en avant et vous voulez promouvoir des produits. C'est on va dire des vidéos qui sont plus axées produits directement, sur lesquelles en surimpression il y a des liens pour accéder directement aux produits qui sont dans les vidéos. Donc c'est des formats un peu plus traditionnels par rapport à des choses qu'on peut connaître. Et ça, c'est les deux principaux types de campagnes qu'on a testés. Pardon. En effet, il y a un point aussi qui est important, c'est la créativité sur TikTok et on va dire que la recette magique entre guillemets pour que ça performe, hormis un setup de campagne réussi, ça va être aussi la qualité de la créa. On va pas estimer un chiffre, mais 90% on va dire de la réussite de la campagne est basée sur la créa. L'intérêt des créas, parce que on l'a vu, c'est exigeant, ça demande quand même de switcher un peu son mindset pour certaines marques ou certaines maisons, d'aller plus dans des choses authentiques comme les behind the scenes, les contenus qu'on peut voir ici sur The Frankie Shop ou d'autres maisons, mais ça demande de repenser sa façon de créer du contenu. Pour ça,
on a plusieurs possibilités. Soit, en effet, on va reprendre des contenus existants et on va les twister pour les passer à la sauce TikTok. Donc, ça va être utiliser toutes les fonctionnalités de création disponibles sur la plateforme, comme ajouter du texte, de rajouter des sous-titres, le text-to-speech ou speech-to-text, donc cette voix un petit peu robotique, je ne vais pas la mimer parce que je vais très mal le faire, mais qui va vous lire des sous-titres ou qui va vous raconter une histoire. Ça fait partie des choses que nos utilisateurs ont l'habitude de voir sur la plateforme et donc qui rendent vos contenus plus TikTok native. Ça va être ajouter des stickers, des effets de transition, etc. Donc, ça, c'est la première step. Ça va être remixer des assets que vous avez déjà et les passer à la sauce TikTok. La deuxième step, c'est de potentiellement les penser pour TikTok uniquement. Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas les ressources en interne, il y a plusieurs options. La première option, ça va être de passer par des influenceurs. Et alors attention, volontairement, on dissocie vraiment les influenceurs des créateurs sur TikTok. Un influenceur, on va le choisir avant tout pour la taille de sa communauté ou en tout cas pour sa renommée, pour ce qu'il exprime et pour l'engagement qu'il suscite autour de ses followers. Là, il va avoir une notion de « je suis une influenceuse et dans cette notion de top-down, je vais te prodiguer un conseil ou mes recommandations mode, etc. » Là, on va le prendre plutôt pour un rôle d'influence. Dans un second temps, on peut aller sur des créateurs. Là, finalement, le créateur, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas du tout la taille de sa communauté, mais ça va être ce qu'il est capable de faire en termes de création. Il y a un exemple qu'on cite beaucoup, c'est Burberry. Burberry, je pense que certains connaissent déjà le compte organique. En termes de créativité, ils ont été très, très forts. Ils sont allés chercher des créateurs dans des univers divers et variés, notamment une créatrice asiatique qui réalisait des petites scénettes avec les Sylvanians, vous savez, ces petits bonhommes jouets. Ils ont collaboré avec cette créatrice et donc elle a réalisé toute une scénette type Les Feux de l'amour avec un drama autour d'un anniversaire et des petits bonhommes Sylvanian. Ce qui était très très fort, c'est qu'il y avait différents items comme un sac à main Burberry qui était complètement miniaturisé ou un outfit sur un Sylvanian. Et en fait, ils ont joué ce côté-là, cette créativité-là, donc en mettant en avant des Sylvanian et racontant une histoire qui était aussi très très drôle, mais avec une autre façon d'interpréter les choses. Ils ont été dans un autre type de créateur, ils ont collaboré avec un pâtissier qui a réalisé en trompe-l'œil un sac à main, et en fait vous avez juste un fond blanc, un sac à main posé. On se demande si c'est un sac à main ou si c'est autre chose, mais quand on voit une lame de couteau arriver et trancher le sac à main, déjà on fait « non, ne fais pas ça, ne tranche pas le sac à main », et en fait non, c'est juste un gâteau. En termes de créativité, finalement, c'est ça qui est intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Burberry, qu'on ait besoin ou non d'un sac à main, eh bien finalement, moi, utilisateur, j'aurais passé un bon moment parce que ça m'aura attrapé, ça m'aura captivé dès les premières secondes. Donc, passer par un créateur, c'est aussi une bonne solution. Vous l'avez peut-être vu aussi au début de la présentation, il y avait Francis Bourgeois, ce créateur, je ne sais pas si vous le connaissez, il est fan de train. Donc, il a 20-25 ans et il est fan de train. Dit comme ça paraît hyper boring. Mais finalement, c'est sa passion. Et donc, il réalisait énormément de vidéos autour des trains. Il a été approché par une maison, Gucci, pour une collab avec The North Face. Et ça a été l'égérie de cette collab. Donc, en fait, on voit Francis Bourgeois dans son univers, traversant une gare. Donc, ça fait un effet de transition, bien évidemment, pour qu'il passe d'un outfit de contrôleur de train, entre guillemets, à un outfit Gucci The North Face. Mais ils ont réussi à prendre ce créateur dans son univers et de ramener la maison et la marque dans l'univers de ce créateur. Donc, les créateurs, n'hésitez pas à leur faire confiance si vous souhaitez qu'ils vous créent du contenu. Et puis, enfin, il y a aussi tous ces contenus un peu institutionnels, entre guillemets, et notamment les maisons de luxe aujourd'hui vont diffuser leur contenu institutionnel aussi sur TikTok. Je ne dis pas qu'il faut reprendre tous vos contenus institutionnels, mais quand on parle de maisons de luxe, c'est tout à fait OK finalement de voir un contenu institutionnel où c'est très onirique, très, très joli, etc. Et on peut avoir ces trois types de communication. Les trois façons de faire, que ce soit un influenceur, un créateur ou des contenus créés in-house, peuvent complètement vivre au sein de votre page organique, mais aussi au sein de vos campagnes, comme avoir des contenus sur le craftsmanship, sur le produit, sur l'esthétique, ou alors sur des behind the scenes ou des contenus réalisés au bureau. Donc, surtout, n'hésitez pas à tester les contenus. On est une plateforme certes exigeante en termes de création, mais on est une plateforme où on peut avoir encore une énorme liberté en termes de création et de messages qu'on veut diffuser.
Aujourd'hui, justement, sur cette partie plutôt créateur et influenceur, donc il y a beaucoup de contenu que vous réalisez soit avec des personnes, enfin des consommateurs qui sortent des magasins, ou alors beaucoup de street style ou de créateurs qui viennent au moment de la Fashion Week pour refaire, on va dire, leur penderie. Est-ce que c'est une volonté d'aller principalement sur cette stratégie, ou est-ce que c'était un petit peu finalement l'occasion qui a fait que, puisqu'il y avait quand même déjà un fort engouement sur la marque? Bah forcément, on a profité de l'engouement qu'on avait. Après, comme tu le disais, l'idée demain, c'est d'aller plus loin. Donc forcément, il y a cette logique d'aller chercher, pour le coup, des créateurs de contenu. Quand tu faisais la distinction, nous, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher demain. Parce que, évidemment, il y a certains concepts que vous allez définir avec votre équipe marketing. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler un peu. Donc il faut aller plus loin. Par exemple, nous, on est une équipe à Paris de 65 personnes. Les contenus avec les employés, ça a ses limites. Donc on en fait, ça a très bien marché et ça plaît beaucoup. Mais voilà, on essaye. Il y a le côté aussi, au-delà de la créativité pure, les gens aiment vraiment cette notion de coulisses. Avant, dans une expérience précédente, je travaillais au slip français et je sais que les gens aimaient beaucoup les contenus d'usine, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on ne se dit pas que ça fait forcément rêver, mais en vrai, sur ce genre de plateforme, ça intéresse beaucoup les gens. Et je sais que chez Frankie Shop, on a aussi, par exemple, beaucoup de followers qui sont intéressés par quels sont les envers d'un shooting, évidemment les coulisses de la Fashion Week. Tout ce qui est coulisses aussi intéresse beaucoup les gens. Donc parfois, dans les équipes marketing, on sous-estime des contenus qu'on peut avoir sous la main. On imagine tout de suite qu'il faut aller chercher un créateur de contenu très cher qui va aller tourner du contenu à l'autre bout du monde. Parfois, en fait, on a des contenus sur l'étagère qu'on n'utilise pas, qui peuvent complètement nourrir toute l'histoire de la marque. Et en effet, c'est un très bon point que soulève Robin, c'est que on ne vient pas sur TikTok aussi pour voir quelque chose qu'on est capable de voir à la télévision, notamment les Fashion Week. On sort du Fashion Month, donc ça a été un mois qui a été très très riche sur TikTok, puisqu'on a couvert les différentes Fashion Week, mais on va venir sur la plateforme, non pas pour voir le défilé en tant que tel, mais pour voir les coulisses. Si je peux prendre un exemple, c'est celui de Balmain, qui nous a permis d'envoyer des créateurs dans les coulisses, dans les backstage, pour qu'ils réalisent des contenus. Et c'est très drôle, puisque finalement, une des créatrices a été voir un des mannequins en lui demandant « C'est quoi pour toi le meilleur moment de la Fashion Week ?» Elle lui a répondu bah, « C'est manger. Ah bon, c'est quoi ton plat préféré ?» Des pâtes carbo. En fait, c'est ça, ce type de contenu qu'on souhaite trouver sur TikTok, c'est de voir comment ça se passe dans les coulisses, comment, ce moment où Olivier Roustin va mettre une petite tape sur l'épaule de ses mannequins avant de défiler, tout ce behind the scene auquel on n'a pas accès. C'est cette façon d'avoir l'impression d'être un peu exclusif, d'être invité parmi tous ces célèbres qui ont le droit d'aller à ces défilés et de voir des contenus autres. Si je peux me permettre un parallèle avec le sport, on ne vient pas sur TikTok pour regarder un match comme on peut le voir à la télé, mais on vient sur TikTok pour voir la préparation, comment ça se passe dans les vestiaires, comment ils ont célébré la fin du match, comment on fait la sélection, etc., etc. Donc, en effet, vos behind the scenes sont hyper intéressants. Si vous avez des ateliers que vous pouvez filmer, si vous avez des experts que vous pouvez filmer qui sont OK pour prêter leur voix et pour montrer des choses, n'hésitez pas. C'est ça aussi qu'on cherche sur la plateforme. Oui, on cherche des moments divertissants, intéressants et instructifs, mais on cherche à avoir des contenus exclusifs qu'on ne trouverait pas ailleurs. Avant de conclure, on voulait juste refaire une petite conclusion sur le fait qu'en effet, sur TikTok, on va venir pour découvrir cette notion de découverte qui est prégnante. On va venir aussi pour acquérir des choses, donc acquérir une communauté de followers, comme on est en train de le faire sur The Frankie Shop et comme beaucoup d'autres marques le font sur la plateforme. Tout à l'heure, on parlait de Cézanne qui est pour beaucoup de marques et de maisons, un exemple à suivre sur la plateforme. Eh bien oui, eux, ils ont trouvé finalement leur tonalité et c'est beaucoup de choses très en boutique, très instinctives, etc. Mais c'est peut-être pas des choses qui vont correspondre à vos maisons. Donc n'essayez pas forcément de répliquer ce que font les autres, mais trouvez votre propre voie sur la plateforme et ça vous permettra d'aller acquérir une communauté solide sur lesquelles ensuite vous allez pouvoir aller plus loin et donc avoir cette notion de passage à l'action pour in fine aller trouver des nouveaux clients et aussi les conserver puisqu'on peut faire aussi de la rétention grâce à TikTok. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que vous aviez des questions ?
Est-ce que sur TikTok, il y a une possibilité de renvoyer du coup directement vers le site web, vers les produits? Parce qu'on a quand même comme objectif la conversion et comment ça se fonctionne? Tout à fait. Alors, en organique, non, il n'y a pas de lien sortant, comme sur d'autres plateformes. C'est uniquement en paid où on peut ajouter des liens sortants. On a des tests qui sont en cours pour le développement de TikTok Shop. Ces tests sont en cours aux US, au UK et en Espagne. Donc c'est en cours de déploiement. Il y a quelques pays aussi en Asie qui sont en test. Donc c'est en cours de déploiement pour pouvoir intégrer justement le shop directement dans TikTok et pouvoir fournir ces sortes de liens affiliés comme on voit de plus en plus sur une autre plateforme concurrente. Mais en organique, non, on n'a pas encore cette possibilité-là sur le marché français. Pour pouvoir ajouter des liens sortants, il faut passer par des campagnes de paid, donc avec de la sponsorisation de contenu. J'ai pas donné le chiffre tout à l'heure, mais c'est peut-être un chiffre qui peut vous intéresser. Quand je vous disais que nous, on a à la fois des campagnes de conversion et de awareness, grosso modo, nous, c'est à peu près 30-70. Quand on met 30% du budget sur le awareness et 70% sur la conversion. Donc ça montre que voilà, il se passe quand même beaucoup de choses sur la conversion et que TikTok n'est pas qu'un outil pour faire connaître sa marque. J'ai une question par rapport à TikTok Shop. Justement, parce qu'on en parle beaucoup à l'étranger et on attend avec impatience que ça soit lancé sur les autres marchés et ça fait beaucoup de bruit. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Alors nous aussi, on l'attend avec impatience, TikTok Shop en France. Alors, TikTok Shop, en effet, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il a été lancé aux US. Qu'il est en cours de test, donc comme je disais, dans d'autres marchés européens. Les premiers retours que l'on a, c'est qu'il y a des verticales sur lesquelles ça performe vraiment très bien, notamment la beauty, puisqu'on est sur des paniers moyens qui sont relativement faibles versus de la fashion. Après, tout dépend quelle catégorie de fashion on situe, mais en tout cas, on a des très bons retours sur cette partie beauty ou panier moyen relativement faible. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans de l'achat hyper instinctif, et ça aussi, c'est une donnée sur laquelle on n'a pas insisté aujourd'hui, mais beaucoup d'utilisateurs disent « j'ai découvert certes ce produit sur TikTok ou cette marque, mais elle a déclenché un achat qui n'était pas envisagé. Enfin, je n'avais pas planifié d'acheter ce produit et finalement, grâce à TikTok, je suis passée à l'achat. » Et je vous passerai toutes ces histoires de rupture de stock qu'on a pu avoir sur différentes gammes de produits. Sur TikTok Shop, il va y avoir différents développements. Donc, la possibilité d'avoir ces liens type affiliés pour nos créateurs, donc de pouvoir avoir des liens qui renvoient sur le site. Avoir l'intégration directement de la boutique dans le profil organique. Donc, ce sera un petit onglet supplémentaire dans lequel on pourra intégrer le magasin, enfin le shop. Et enfin, le live shopping qui se développe aussi fortement, et notamment sur la catégorie beauty, parce que le format live en try-on directement se prête bien. Alors après, sur la mode, il faut voir comment ça va être fait. Il ne faut pas non plus que ça fasse les shopping. Mais en tout cas, voilà, ça va être les 3 grands axes de TikTok Shop. Le live shopping, les liens pour les créateurs et l'intégration du shop directement dans le profil organique. Et après, me demander la timeline de quand ça va arriver en France. C'est une bonne question. On n'a pas encore de visibilité sur la date précise. On préfère déjà bien finaliser les tests sur chacun des marchés. Donc voilà. Mais on sait qu'on fait partie des prochains pays prioritaires. Moi, j'avais une question pour Robin, pardon, excuse-moi. C'était justement quand vous étiez organisé, vous, chez Frankie Shop, combien il y a de personnes dédiées sur chaque canal et en particulier sur TikTok et voilà. Dans l'équipe social media, il y a 4 personnes aujourd'hui, plus à peu près 4 freelances qui travaillent pour nous. Comme vous le constatez, il y a de plus en plus de freelances, notamment sur les sujets créatifs. Et je pense que c'est une très bonne opportunité et pour eux et pour nous. Donc nous, on fait souvent appel à des freelances pour soit nous aider sur la création de publicité, pour apporter des nouveaux concepts par exemple. Et après, évidemment, on fait appel à tout un tas de créateurs de contenu. Mais grosso modo, nous, en interne, on a 4 personnes. On a une personne qui fait que du community management multiplateforme, une personne qui gère le pôle, une personne qui gère Instagram et une personne qui gère TikTok, grosso modo. Merci beaucoup. Merci à tous.